le chapitre 5 du programme physique tronc commun option français, ça concerne l'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Quelle est la relation entre la tension d'un ressort et son allongement? Quelle est la grandeur caractéristique d'un ressort? Les objectifs de la leçon. Reconnaître les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux forces. Connaître et appliquer la loi K est égal à delta L, qu'on va voir. Connaître la poussée d'Archimède et les facteurs influençant son intensité. Et appliquer la relation qui donne l'intensité de la poussée d'Archimède. Alors, comme rappel, ici je considère un corps soumis à deux forces qui est en équilibre. Le corps S est soumis à deux forces, F1 et F2. Le corps S est immobile dans un référentiel donné. La somme vectorielle des deux forces est nulle. Ça veut dire que F1 et F2 se compensent. L'effet de F1 est compensé par l'effet de F2. Les deux forces ont la même ligne d'action. Et ils ont aussi la même intensité. Donc, F1, le vecteur force F1 plus F2 est égal à 0. Alors là, lorsque le corps est en équilibre, alors la somme vectorielle est égale à 0. Si vous faites un lien avec le principe d'inertie, la condition, la somme pour que le corps soit en équilibre, la somme des forces est égale à 0, est une condition nécessaire mais pas suffisante. Car si un corps qui est soumis à des forces qui se compensent et est en mouvement, alors le mouvement de G est un mouvement rectiligne uniforme. Donc la condition nécessaire pour avoir un corps en équilibre lorsqu'il est soumis à deux forces, il faut que la somme vectorielle des deux forces est égale à 0 et que les deux forces ont la même droite d'action. Alors, la force exercée par un ressort. On étudie un système constitué d'un ressort qu'on lui accroche une masse. Ça veut dire vous avez un ressort de longueur L0 à vide. Ça veut dire lorsque le ressort est libre, sa longueur est L0. Lorsqu'on accroche une masse à l'extrémité du ressort, le ressort s'allonge. Donc, le ressort est un corps élastique. Qu'est-ce que ça veut dire un corps élastique? Un corps élastique se déforme lorsqu'il subit une force. Lorsqu'il ne subit pas de force, il reprend sa forme initiale. Alors, ici, la masse comme étant un système étudié, il est en équilibre sous l'action de deux forces. Son poids P et la tension du ressort T. La force exercée par le ressort sur la masse M, qui est un système étudié, est appelée la tension du ressort, comme vous voyez. Alors, lorsque le ressort est à vide, sa longueur L0, lorsque le ressort est allongé, ou bien lorsqu'il subit une force, alors sa longueur devient L. On dira que le ressort s'allonge. Et on définit la grandeur allongement du ressort. Delta L est égal à la longueur du ressort, L moins L0. Alors, les deux forces se compensent, donc la somme vectorielle de ces deux forces est égale à ces conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces. La somme vectorielle de vecteur P plus le vecteur T est égal à 0. Ça veut dire là que T est égal à moins P. Qu'est-ce que ça veut dire cette relation vectorielle-là? Le vecteur force-tension T est égal à moins le vecteur force-poids P. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ici la masse est immobile, donc la somme vectorielle des forces est égale à 0. On en déduit à partir de cette relation-là
que le vecteur tension T est égal à moins vecteur P. Qu'est-ce que ça veut dire cette relation-là? Ça veut dire là que les deux forces ont même intensité, la même droite d'action et des sens opposés. Ça veut dire que T compense l'effet de P. Alors, on en déduit que l'intensité de la tension de ressort est égale au poids de la masse qui est égal à mg. Donc, à partir de là, en utilisant les conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces, on a en déduit la relation entre l'intensité de la tension de ressort et le poids P de la masse étudiée. L'importance ici, c'est que le ressort est un corps élastique et on a défini le nouveau concept ici, l'allongement du ressort, qui est égal à la longueur du ressort lorsqu'il est allongé, moins la longueur du ressort à vide. Alors, pour déterminer la relation de la tension du ressort et l'allongement du ressort, accrochons successivement des différentes masses marquées M au ressort. Pour chaque masse M, on mesure la longueur L du ressort. Les valeurs relevées sont indiquées dans ce tableau-là. Ça veut dire, je cite ici la méthode expérimentale à suivre pour déterminer la relation entre l'allongement du ressort et la tension du ressort. Connaissant l'intensité de la pesanteur et la longueur initiale du ressort utilisé, en accrochant la masse, on peut en déduire la tension du ressort en appliquant la relation en déduite à partir du condition d'équilibre T est égal à mg, et comme ça on aura plusieurs valeurs correspondantes à delta L et à T qui nous permettent de tracer la courbe T en fonction de l'allongement delta L. Et comme ça, on peut en déduire facilement la relation entre la tension du ressort et l'allongement du ressort. Ça, c'est la méthode qu'on va suivre expérimentalement parce que notre objectif, c'est de lier la tension du ressort, qui est un corps élastique, et son allongement. Voilà. Donc, la relation entre la tension et l'allongement du ressort. On suspend successivement des différentes masses marquées à un ressort de longueur L0 est égal à 10 cm et on mesure la longueur finale, bien sûr, à l'équilibre. Puis on trace la courbe qui représente T en fonction de l'allongement. Pour faciliter les choses, on travaille dans un lieu tel que l'intensité de la pesanteur est à peu près 10 newtons par kilogramme. Voilà, le schéma indique un ressort lorsqu'il est à vide de longueur L0, et lorsqu'on accroche une masse, ça veut dire on applique T, on applique une force, donc on peut représenter la tension du ressort en rouge, en vert c'est le poids de la masse, et comme ça on peut représenter sur un schéma l'allongement du ressort qui est delta L. Bien sûr, c'est la différence entre la longueur du ressort et L0. Voilà les différentes valeurs expérimentales. Lorsqu'on accroche une masse de 40 grammes, la longueur du ressort étudié est 14. L'allongement, c'est bien sûr 14 moins 10, c'est 4. La tension du ressort est égale à 1 fois G, c'est 0,4 newton. Alors, pour une masse de 32 même, la longueur du ressort est 13. Alors, le delta L c'est 3, donc la tension du ressort est 0,3. Et comme ça, on peut avoir des différentes valeurs de T correspondantes à l'allongement. Et puis, donc, on a en déduit T à partir de la relation P est égal à 1 fois G. Et comme ça, on peut tracer T en fonction de delta L. Pour le ressort en étude, vous voyez que cette tension en fonction de l'allongement est une fonction affine. Chaque fois qu'on trouve une fonction affine, une droite qui passe par O, donc c'est simple à lui donner un modèle. Alors, c'est une fonction affine de coefficient directeur K est égal delta T sur delta L, qu'on peut prendre deux valeurs quelconques
j'ai considéré sur le graphe A et B2 valeur facile 0,4 moins 0,1 sur 4 moins 1, 10 puissance moins 2, vous pouvez prendre n'importe quelle valeur, on obtient 10 newtons par mètre. Le coefficient directeur à partir de la courbe est égal à K, 10 newtons par mètre. Qu'est-ce que ça veut dire physiquement, ce coefficient-là? Donc on peut l'analyser à partir de l'unité. Si nous faisons une conversion d'unité, 10 newtons par mètre. Mètre, c'est quoi? C'est 100 cm. 10 sur 100, c'est 1 sur 10. C'est 0,1. Le coefficient directeur de la courbe T en fonction de delta L, K est égal à 10 newtons par mètre, est égal à 0,1 newton par centimètre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ce coefficient-là? K est égal à 0,1 newton par centimètre, ça veut dire si vous voulez allonger le ressort d'1 centimètre, il faut appliquer une force de 0,1 newton. Donc c'est plus significatif. Si vous voulez allonger le ressort d'une distance de 1 cm, il faut appliquer 0,1 newton. Donc ce coefficient-là nous donne une idée. Est-ce que le ressort est facile à déformer ou non? Donc c'est pour cela que physiquement, ce coefficient est appelé la raideur du ressort. Alors là, en conclusion, qui est très importante là, la représentation graphique des variations de T en fonction de θL est une droite passante par O. On en déduit que la valeur de T, de la tension du ressort, est proportionnelle à l'allongement. Alors là, j'ai déjà défini K comme étant la constante de raideur du ressort. On a T est égal K delta L, tel que T en newton, delta L en mètres, je parle dans le système international des unités, et la raideur en newton par mètre. Donc pour un ressort linéaire, bien sûr, il faut retenir cette relation-là. La tension du ressort est égale à sa raideur fois l'allongement delta L. C'est une relation à retenir, mais à savoir l'utiliser et la déterminer expérimentalement à partir d'une courbe, et on va essayer de l'utiliser dans des applications. Donc on a déterminé expérimentalement la relation entre la tension du ressort et l'allongement de ce ressort-là, tel que T est égal à K delta L. Je répète, c'est une relation à utiliser lorsque le ressort, l'allongement du ressort ou bien la variation de la longueur du ressort varie d'une façon linéaire. Donc, on a utilisé les conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces, telles que ces deux forces ont même droit d'action, des sens opposés et même intensité pour arriver à ce résultat-là pour un ressort qui est un corps plastique. Donc, deuxièmement, on va s'intéresser à une autre force qui est la poussée d'Archimède. Donc, comment peut-on mettre en évidence la présence d'une force qu'on a appelée la poussée d'Archimède? À partir de cette image-là, on peut s'y poser la question, pourquoi le bateau surnage? Alors, vous voyez, le bateau surnage, pourquoi? On peut en déduire facilement que l'eau exerce une force sur ce corps-là qui est dirigé vers le haut. C'est pour cela, d'où le nom de la poussée. Alors, expérimentalement, comment peut-on en déduire là? On a utilisé un dynamomètre, on a suspendu une masse M au dynamomètre. Il indique une valeur P, la valeur du P. Pourquoi j'ai dit P là? Ce n'est pas la peine de dire T est égal à P, donc lorsqu'on suspend, donc la valeur indiquée, c'est la tension du ressort qui est égale au poids. Lorsqu'on introduit ce système-là dans l'eau, il va indiquer une valeur de T qui est différente de la première. Tout simplement, on en déduit là qu'il y a une autre force exercée par l'eau sur ce corps-là, d'où le nom de la poussée d'Archimède.
La même chose, un autre exemple, la montgolfière qui monte dans l'air. Donc pourquoi il monte? Ça veut dire que l'air de l'atmosphère exerce sur ce corps-là une poussée, une force vers l'eau. Donc à partir de ces images-là, lorsqu'on plonge une balle de ping-pong dans l'eau, celle-ci remonte à la surface. Cette observation-là s'explique par l'existence d'une force exercée par l'eau sur la balle. Cette force est appelée la poussée d'Archimède. Donc ces situations-là nous permettent de mettre en évidence la présence de la force, cette poussée-là appelée la poussée d'Archimède. Alors, là, comment peut-on expérimentalement étudier cette poussée d'Archimède? On va considérer ce système-là. Une masse M ou bien un corps S suspendu à un dynamomètre. À votre avis, il va indiquer, le dynamomètre indique la tension T qui est égale au poids. Lorsqu'on introduit le corps dans l'eau, le dynamomètre indique une autre valeur T'. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre force appliquée par l'eau qu'on a appelée la poussée d'Archimède. Dans le schéma à gauche, si on considère que la masse étudiée est soumise à deux forces, la tension du fil et son poids. Dans le schéma à droite, il est soumis à trois forces, la poussée d'Archimède, la tension du fil et le poids de la masse. Alors, expérimentalement, lorsqu'on suspend la masse au dynamomètre, la tension indiquée par le dynamomètre est égale à 0,6 Newton. Le poids est égal à 0,6. Pourquoi? Parce que la masse est en équilibre sous l'action de deux forces, donc T est égal à P en utilisant les conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Lorsqu'on introduit le corps dans l'éprouvette qui contient de l'eau, tout d'abord, avant d'introduire le corps, le volume d'eau était 211 ml. Après l'introduction, après avoir introduit le corps dans l'eau, on a obtenu un autre volume V' est égal à 232 ml. Ça veut dire l'eau, le volume de l'eau déplacée est égal à V' moins V. Et lorsqu'on représente les forces, là, la masse et le système étudié, il est soumis à la tension du fil, F la poussée d'Archimède et P le poids. En appliquant, donc dans cette fois-ci, la tension indiquée par le dynamomètre, c'est 0,4 Newton, il est différent à la première, parce qu'on a une autre force qui est ajoutée grâce à la poussée, les conditions d'équilibre. T plus P plus F est égal à 0. N'oubliez pas ici, le corps dans le deuxième cas est un corps soumis à deux forces. On peut traiter ce problème-là en considérant que T et F, la tension du fil et la poussée d'Archimède, représentent une seule force parce qu'ils ont la même direction et le même sens. C'est pour cela qu'on peut écrire que le poids P est égal, quoi? Est égal moins F plus T. Donc c'est pour cela qu'on peut en déduire que la poussée d'Archimède, F, est égal, le poids qui est égal à la tension du ressort avant d'introduire le corps dans l'eau est égal à P moins T'. T' indiqué par le dynamomètre dans le deuxième cas, c'est 0,4. On en déduit dans ce cas-là que la poussée d'Archimède est égale à 0,2. Donc c'est une méthode expérimentale qui nous permet de calculer la poussée d'Archimède, bien sûr en utilisant un dynamomètre. Ici, n'oubliez pas que nous cherchons à trouver la relation qui bien sûr de la poussée d'Archimède F. Nous avons calculé F, bien sûr c'est la différence entre les tensions indiquées par le dynamomètre dans les deux cas. Le volume de l'eau déplacée, c'est V' moins V. Voilà. Donc on va exploiter ces résultats-là. N'oubliez pas que c'est une méthode expérimentale simple qui nous permet de déterminer la poussée d'Archimède.
Dans l'expérience précédente, bien sûr, l'intensité de la poussée d'Archimède est mesurée à l'aide en utilisant le dynamomètre dans les valeurs indiquées par le dynamomètre dans le dk. On a trouvé que F est égal à 0,2 newton. Et le volume de l'eau du liquide déplacé, le volume déplacé est égal à V' moins V est égal à 231 moins 211 est égal à 21 millilitres. La question posée, est-ce que l'intensité de la force a une relation avec ce volume déplacé? C'est pour cela qu'on doit penser comme ça. On considère que l'intensité de la pesanteur est 1,8 et que la masse volumique de l'eau est 1 gramme par centimètre cube, ça veut dire 10 puissance 3 kg par mètre cube. Le poids du liquide déplacé, le poids, toujours avec la relation la masse du liquide déplacé fois l'intensité de la pesanteur, est égal, vous savez bien sûr la relation entre la masse volumique et la masse. La masse du liquide déplacé, c'est la masse volumique du liquide déplacé fois la masse volumique de l'eau. On a considéré l'eau ici, on peut considérer un autre liquide fois le volume du liquide déplacé. Un calcul très simple. La masse volumique, je travaille dans le système international 10 puissance 3 fois, j'ai converti le volume 0,021 10 puissance moins 3 fois 9,3, on trouve à peu près 0,2 newton. Le poids de l'eau déplacée. Le poids de l'eau déplacée. Ça veut dire là, en utilisant les dynamomètres, on a calculé la poussée d'Archimède est égale à 0,2 et en utilisant le volume déplacé et la masse de l'eau déplacée et en utilisant la relation le poids est égal à 1 fois l'intensité de la pesanteur, on a calculé le poids de l'eau déplacée est égal à 0,2 newton. Une simple comparaison, vous voyez que l'intensité de la poussée d'Archimède exactement correspond au poids de l'eau déplacée. Donc, par conséquent, et des résultats précédents, la poussée d'Archimède est égale au poids du liquide déplacé. Donc, on va généraliser cette relation-là pour les fluides, en général, les gaz et les liquides. Donc, à définir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la poussée d'Archimède? La poussée d'Archimède, c'est la force de contact répartie exercée par un fluide sur un corps immergé totalement ou partiellement dans ce fluide-là. D'une autre manière beaucoup plus simple, la poussée d'Archimède est la force que subit un corps plongé en tout ou une partie dans un fluide, soumis bien sûr à un champ de gravité symbolisé par F. Donc c'est une force de contact répartie. Donc c'est bien sûr, on peut déterminer les caractéristiques de la poussée. Donc j'ai considéré ici un corps immergé totalement et partiellement et vous voyez que l'intensité est toujours dirigée vers le haut. La droite d'action, la verticale passante par le centre de la poussée, le sens du bas vers le haut, l'intensité, bien sûr, c'est le poids du fluide déplacé. Le point d'application, c'est le centre du poids du liquide déplacé, le centre du volume immergé. Donc la figure représente bien les caractéristiques de la poussée d'Archimède. Ici, j'ai représenté T. T représente pour nous la poussée d'Archimède. À bien retenir ces caractéristiques-là et on calcule son intensité de la façon indiquée précédemment. Donc la poussée d'Archimède, c'est donc la direction verticale, le sens vers le haut, et le point d'application, c'est le centre du volume émergé du corps, ou bien c'est le centre du poids du liquide déplacé. Enfin, donc ici, pour ce corps-là, pour le calculer facilement là, la poussée d'Archimède, c'est bien sûr est égale à T. Alors, soit le volume d'un liquide déplacé rho sa masse volumique, donc la masse M' est égale à rho fois V. Alors,
le poids déplacé est égal à ρ V fois G. Ρ, c'est la masse volumique du fluide, V, c'est le volume du fluide déplacé, fois l'intensité de la pesanteur. Donc on en déduit la relation de la poussée d'Archimède, F est égal à ρ fois V fois G, tel que F, l'intensité de la poussée d'Archimède, ρ, la masse volumique du fluide, exprimée en kilogrammes par mètre cube dans le système international, et V, c'est le volume de l'objet, bien sûr, émergé, et G, l'intensité de la pesanteur. Donc pour le volume du liquide déplacé, attention, si le corps est immergé totalement, dans ce cas-là, on peut considérer que le volume du corps est égal au volume du fluide déplacé. Donc dans cette leçon-là, dans ce cours-là, on a déterminé la tension des ressorts comme étant T est égal à K fois delta L, K la raideur du ressort et delta L l'allongement. Et on a défini aussi une autre force, la poussée d'Archimède. Vous devez savoir ses caractéristiques et son intensité exprimée de cette façon-là. F est égal à la masse volumique fois le volume du fluide déplacé fois l'intensité de la pesanteur. Et voilà, ce chapitre-là se termine là. Et merci.